Bienvenue à Nuit criminelle, où chaque murmure cache un secret. Ce soir, nous suivons Miss Marple dans La Veuve qui murmurait à l'aube. Un conte de silence, de tristesse et de tromperie. D'où nous écoutez-vous? Dites-le nous. Maintenant, versez votre thé, fermez les rideaux et laissez le mystère commencer. Ce dimanche-là, les cloches de l'église sonnèrent 3 fois, non pas des coups de martyr, ni des coups de lugubre pour un décès, mais un tintement hésitant, étrangement indécis. Sainte-Marie, avec sa tour tordue et son toit d'ardoise en patchwork, se dressait depuis des siècles au cœur de Little Whiteham. Pourtant, jamais ces cloches n'avaient sonné avec autant d'incertitude, comme si les cordes étaient tirées par un fantôme au doute. La vieille demoiselle Hartnell, qui répétait l'hymne de la moisson avec les enfants de chœur, décrivit plus tard cette confusion comme une confusion dans le fer. Mais cette confusion ne se limitait pas au métal. La nappe d'autel, brodée à la main par la défunte épouse du vicaire, avait été retrouvée pliée à l'envers. Un chandelier en laiton manquait du côté droit de l'autel, et sur le sol carrelé derrière l'orgue, soigneusement placé sous la fenêtre de la sacristie, se trouvait un chapeau de dame, d'un élégant bleu marine orné d'un ruban de velours, d'un style datant de 2 étés. Miss Marple, assise à 2 bancs du fond et tricotant ce qui ressemblait étrangement à une chaussette, s'arrêta au milieu du rang. Elle leva les yeux, non pas vers l'autel, mais vers la tribune du chœur, où le jeune Colin Price, le fils du curé, s'efforçait de paraître innocent, avec une concentration suspecte sur son recueil de cantiques. Quelque chose avait mal tourné, mais personne ne savait encore quoi. La cérémonie se poursuit avec une détermination toute anglaise. Le révérend Puckle, peu enclin à se laisser distraire par des futilités comme des cuivres disparus ou des chapelleries mal placées, prononça son sermon sur l'humilité avec une force redoublée. Mais un murmure s'éleva parmi les paroissiens les plus âgés. L'éventail de Madame Price Ridley frémissait plus que d'habitude. Le monocle du colonel Appleton, inutilisé depuis des années, fit une réapparition spectaculaire, comme attiré par un parfum de scandale. Au moment où la congrégation fut libérée, accompagnée de beaux sermons murmurés et des toux habituels de camouflage social, le chapeau n'avait été réclamé par personne. Le marguillier, M. Sims, le récupéra maladroitement, le tenant entre le pouce et l'index comme s'il s'agissait d'un objet plus suspect qu'un simple détail vestimentaire. Il fut déposé sur la table de sacristie, à côté du plateau de quête et d'un rouleau de saucisses qui s'enroulait rapidement. Ce n'est qu'aux vêpres que la véritable perturbation se produisit. Femme de ménage dans une église, Madame Aldwych poussa un cri étouffé en ouvrant le petit placard latéral près de la nef, celui qui abritait des vases à fleurs, un parapluie rouillé et la mystérieuse réserve de cire à la lavande que personne n'avouait acheter. Recroquevillé à l'intérieur, les yeux clos et les mains jointes comme en prière, se trouvait le corps de mademoiselle Lavinia Wellstoke. Célibataire, 59 ans, et connue pour diriger la guilde de l'autel avec une fermeté presque théologique, Miss Wellstoke semblait indestructible. Après tout, elle avait un jour chassé un ivrogne du cimetière avec un recueil de cantiques roulés et une phrase de l'épître aux Corinthiens. Sa mort, silencieuse et sans éclat, sans blessure visible, fut accueillie non par des pleurs, mais par une sorte de perplexité respectueuse. Elle disait toujours qu'elle mourrait près des fleurs, murmura Madame Banbury, la voix étouffée par un mouchoir en dentelle. Mais j'ose dire qu'elle parlait du jardin, pas du placard. L'inspecteur Cray, un homme compétent mais peu imaginatif, arriva de Much Wheatley ce soir-là. On lui montra la scène, interrogea la femme de ménage et conclut rapidement à un évanouissement mal géré ou, plus vraisemblablement, à une cause naturelle. Une femme de cet âge, après tout.
Mais Miss Marple n'était pas convaincue. Elle avait remarqué, contrairement à d'autres, que le chandelier en laiton manquant n'avait pas été rendu. Elle avait remarqué l'étrange triangle de cire près de la porte du placard. Elle avait même remarqué, sans même y jeter un coup d'œil, que le jeune Colin Price ne l'avait pas regardé du tout pendant les vêpres. Le chapeau de la marine, quant à lui, avait disparu. Personne ne savait qui l'avait récupéré et, curieusement, personne ne se souvenait de l'avoir revu après l'office du matin. Un petit objet, certes. Mais parfois, les petits objets étaient comme des épingles sur un coussin, apparemment insignifiants, jusqu'à ce que quelqu'un s'assoie dessus. Les cloches de Sainte-Marie ne sonnèrent pas le lendemain. Par respect, disaient-ils. Ou peut-être par confusion, comme si même la tour sentait que la fausse note avait été frappée. Le lendemain matin, Miss Marple, assise près de sa fenêtre, reprit son tricot d'une main calme. Elle avait connu Lavinia Wellstone. Elle la connaissait fière, une femme soigneuse, et surtout une femme qui n'aurait jamais, même par malice, pénétré dans le placard à fleurs un dimanche avec ses plus belles chaussures. Le fil glissa entre ses doigts, comme un souffle, et ses yeux, pâles comme du verre de mer, se posèrent doucement sur le clocher de l'église, au-delà des rosiers. Une cloche, deux mystères. Et déjà, le motif commençait à se dessiner. Une brume basse s'accrochait aux haies, hésitant à se dissiper malgré le soleil matinal qui dominait d'une chaleur inhabituelle. Le chemin reliant le cottage de Miss Marple à l'église était inhabituellement calme pour un lundi, comme si l'air lui-même avait senti une inconvenance et tendait l'oreille. À la poste, la bouilloire avait à peine fini de bouillir que les spéculations commencèrent à s'intensifier. Madame Prowse, qui gérait timbres, économies et petites opinions avec la même précision, se pencha au-dessus du comptoir et chuchota à sa locataire, une institutrice à la retraite, passionnée par les détails funéraires. Le cœur, dit-on, ou peut-être les nerfs. Ce placard à fleurs a toujours été humide. Sa locataire hocha solennellement la tête. Elle n'était pas du genre nerveuse. Et j'ai entendu dire qu'elle avait eu une altercation avec quelqu'un jeudi dernier, près du front. À midi, toute la paroisse semblait respirer à moitié. Mademoiselle Hartnell informa sa voisine que mademoiselle Wellstoke était profondément préoccupée par les nouvelles robes de chœur, qui, selon elle, dévoilaient trop les chevilles. Le colonel Appleton suggéra, au comptoir de la boucherie Martin, que la défunte s'exprimait de plus en plus ouvertement au sujet des jeunes, une catégorie qui incluait les moins de 60 ans et toutes les formes de musique électronique. À la bibliothèque, la jeune Judith Cole, qui rangeait des livres en échange de lettres de recommandation, mentionna en rougissant que mademoiselle Wellstoke l'avait un jour réprimandée pour avoir appliqué du rouge à lèvres devant le miroir de la sacristie. La question n'était pas de savoir qui la détestait. La liste était longue et honnête. La vraie question, tacite mais planant comme la fumée d'une cheminée sale, était de savoir qui avait bien pu la faire taire. Miss Marple, se promenant dans la rue principale, remarqua les rideaux tirés de la résidence Price. Un geste plutôt théâtral, compte tenu de l'insistance récente de la famille sur la transparence morale et de la façon dont M. Sims, le marguillier, jetait désormais des coups d'œil à gauche et à droite avant d'entrer chez le marchand de légumes. Chacun semblait avoir pris un peu plus conscience de ses pas, de ses regards, de ses alibis. Au presbytère, le révérend Puckle endurait la bienveillance gênante d'une visite de sympathie de Madame Bunbury et de Madame Price Ridley, dont le chapeau à fleurs était hérissé de l'air d'une femme espérant que sa seule présence pourrait forcer une confession. Elle était intransigeante, expliqua délicatement Madame Bunbury en faisant tourner sa tasse de thé avec un tintement. Exactement, ajouta Madame Price Ridley en hochant la tête comme pour confirmer un diagnostic. Une femme exigeante n'est pas toujours facile à vivre, même dans la mort. Le révérend Puckle,
un homme qui croyait à la grâce et à l'inconfort dans une égale mesure, murmura quelque chose à propos des fardeaux spirituels et du mystère de la Providence. Miss Marple arriva au presbytère peu après leur départ. Elle apportait un pot de confiture de coin, des questions discrètes et une présence qui se voulait discrète. Assise au bord, d'une chaise droite, elle observait les petits détails d'autres, négligeait une légère bosse sur la cuillère à sucre en étain, une trace de cire encore coincée dans les plis du pantalon du révérend. « Vous aimiez bien Miss Wellstone, je crois, » dit-elle doucement. « Elle était paroissiale depuis plus longtemps que moi, » répondit le révérend Puckle, les mains jointes. Elle voyait l'autel comme une extension de l'âme. J'avais parfois peur qu'elle ne voie que très peu de différence entre eux. Miss Marple sourit faiblement, tricotant sur ses genoux, intacte. Avait-elle laissé une famille? Aucun proche. Une cousine à Shrewsbury, m'a-t-on dit. Lavinia vivait principalement de rituels et de traditions. J'imagine qu'elle y trouvait sa famille. Dans la ruelle derrière la fenêtre, Colin Price passa, sa veste en bandoulière, anormalement froissée. Il jeta un coup d'œil vers la maison, mais ne s'arrêta pas. « Le fils de votre curé, » dit mademoiselle Marple, comme pour parler du temps. « Aide-t-il toujours au compte de la paroisse ?» Le révérend hésita, puis hocha la tête. « C'est un garçon compétent. Il est rapide avec les chiffres. » Lavinia ne l'apprécia pas vraiment. Non, elle l'accusa un jour d'avoir emprunté un recueil de cantiques sans autorisation. Il lui fut rendu intact, mais l'impression resta gravée dans sa mémoire. Miss Marple laissa le silence retomber comme de la poussière sur un rebord de fenêtre. Puis, tout bas, elle demanda « Et le chandelier en laiton ?» L'a-t-on jamais retrouvé? Le vicaire cligna des yeux. Pas à ma connaissance. On l'avait peut-être pris pour le polir. Mais ils seraient sûrement tous les deux partis, dit-elle, son regard se portant sur le couple assis sur le buffet. L'un grand, l'autre désormais seul. Elle le remercia chaleureusement et prit congé, retournant lentement à travers le village où les ragots du matin avaient commencé à se transformer en quelque chose de plus épais et de plus incertain, pas encore de la peur, mais sa forme. À l'extérieur de l'église, M. Sims parlait à Judith Cole, qui portait un paquet sous le bras. Leur conversation s'interrompit à l'approche de Miss Marple, même si le sourire qu'elle lui adressa était un sourire d'entraînement. Elle hocha la tête cordialement, puis laissa son regard se poser un instant sur le panneau d'affichage de la paroisse. Une nouvelle carte avait été postée, bordée de noir, portant le nom de mademoiselle Lavinia Wellstoke, écrit en lettres soigneusement ancrées. Miss Marple pencha la tête. Sous le nom, quelqu'un avait déposé un lys dans un bocal en verre ébréché. Mais les lys n'étaient pas la fleur de prédilection de Lavinia. Elle les avait autrefois qualifiés de vanité digne d'un spectacle, et non de sainteté. Une mauvaise fleur, un chandelier manquant et un chapeau que personne ne pouvait expliquer. Ses doigts retournèrent à son tricot, serrant la laine plus fort. Le motif n'était pas encore clair, mais la maille avait glissé, et quelqu'un, quelque part, espérait que personne ne le remarquerait. Le vent s'était levé en milieu d'après-midi, tirant sur les ourlets des manteaux et secouant les feuilles fragiles qui s'accrochaient encore au tilleul de Church Lane. Dans la salle du presbytère, l'inspecteur Cray se frottait les tempes, l'air d'un homme assiégé, non par les preuves, mais par les opinions. 3 femmes différentes lui avaient déjà proposé du thé à 3 reprises, chacune avec sa propre théorie et soucieuse de l'entendre. L'une d'elles avait même suggéré que la mort de Lavinia Wellstoke pourrait être une vengeance divine pour le changement de l'hymne du cœur. L'inspecteur, un homme formé au jeu de jambes et à la criminalistique, trouvait les déductions spirituelles de Little Witham bien moins utiles. « On n'est pas à Londres », murmura l'agent Keane, un jeune du coin qui connaissait Miss Wellstoke, à l'odorat et à la démarche. « Ici, on se bat
avec des regards et des roses. Et pourtant, on finit toujours par mourir. Dans la sacristie, Cray se pencha au-dessus du placard où le corps avait été retrouvé. Il tapota le carrelage de sa botte à l'affût d'un creux qui n'existait pas. Pas de sang, aucun signe de lutte. Rien n'a été volé, murmura-t-il à moitié pour lui-même. Il examina le vieux loquet en laiton, celui qui claquait sans clé, facile à fermer de l'extérieur. C'était peut-être accidentel, pensa-t-il, mais il n'y croyait pas. Les accidents ne se produisaient pas avec une précision aussi déconcertante. Le rapport préliminaire du médecin légiste, remis par téléphone dans un tourbillon de souffle et de bureaucratie, évoquait une possible syncope due au stress. Aucune ecchymose visible, aucune trace de ligature, bref, rien qui puisse inciter le coroner à se dépêcher. Mais quelque chose clochait. Cray le savait aussi instinctivement qu'un homme le sait lorsqu'il est observé. De retour dehors, Judith Cole rôdait toujours près du porche, son paquet à la main, l'air hésitant à s'approcher. Lorsqu'elle vit Miss Marple traverser le pré, elle fit mine de la saluer, puis hésita. « Vous avez été très patiente, ma chère », dit gentiment Miss Marple, comme pour faire une remarque sur la météo. « C'est pour le vicaire. » Judith rougit. « Non, mademoiselle, j'allais demander à l'inspecteur s'il voulait voir ça, les registres des enfants de chœur. » Mademoiselle Wellstone les conservait. Elle était exigeante. La jeune fille tendit le paquet emballé à Miss Marple avec des doigts prudents. « Elle m'a un jour critiqué parce que je portais du vernis à ongles à l'entraînement, » a ajouté Judith, à moitié désolée. Elle a dit que je passerais pour une chanteuse de jazz. Miss Marple esquissa un sourire discret. Elle préférait la clarté au charme. Les pages de la liasse étaient nettes et méticuleuses. Lignes réglées à l'encre noire, présence comptabilisée, notes d'une écriture nette, en retard, pas rasée, ceinture inappropriée. Chaque entrée est un petit jugement. « Il y a autre chose », dit doucement Judith, la voix basse comme un rideau. « Il y a 2 semaines, elle m'a interrogé sur un garçon qui n'était plus dans la chorale depuis le printemps. Timothy Greaves. Elle m'a dit que son nom était réapparu sur une liste, mais qu'elle ne l'avait pas ajouté. Ça la dérangeait. Et c'était là, demanda doucement Miss Marple. « Oui, mais barré plus tard. » Miss Marple ne répondit pas, mais ses doigts effleurèrent le bord de la page comme si elle cherchait un fil dans le tissage. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple visita à nouveau l'église. Elle était vide maintenant. La lumière dorée filtrait à travers les vitraux et se déversait comme un sirop sur le sol dallé. Elle passa lentement devant les fonds baptismaux et monta vers l'autel, silencieuse. Elle s'arrêta près de la tribune de l'orgue. Une petite trace de cire, à peine visible, persistait à la base de la colonne adjacente, pâle et irrégulière, comme si une bougie avait coulé sans qu'on s'en aperçoive. Pas vraiment l'endroit idéal pour des bougies de veillée. Pas un endroit où mademoiselle Wellstock aurait toléré le désordre. Elle suivit le sentier jusqu'à l'allée et trouva la 2e tache, faible, ovale, comme le frottement accidentel d'un talon ou d'un genou. Puis la 3e, sous le rebord de la fenêtre de la sacristie. Une ligne, pas tout à fait droite, mais déterminée, comme la courbe de quelqu'un qui avance latéralement grâce à la foi. Derrière elle, le loquet tinta, non pas de la porte principale, mais de l'entrée nord. Elle se tourna légèrement et vit Colin Price debout, sa veste boutonnée et un journal roulé sous le bras. « Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre ici », dit-il trop vite. Miss Marple inclina la tête. « Je trouve que les églises parlent différemment lorsqu'elles sont vides. » Il sourit, même si ses yeux semblaient en chercher quelque chose qui manquait sur le sol. « Avez-vous perdu quelque chose, Monsieur Price ?» Il secoua la tête, mais avec une pointe d'incertitude. « Il fallait que je vérifie les programmes musicaux. » Mademoiselle Wellstock avait des idées dépassées. Elle l'a fait.
Il hésita, puis s'approcha. « Tu ne penses pas que c'était enfin? C'était sûrement son cœur. » « Elle était fière, » a ajouté Miss Marple. « Et soyez prudent. »« Très prudent. » Colin hocha la tête avec raideur et se détourna, disparaissant par la porte latérale avant qu'elle ne puisse en dire plus. Le regard de Miss Marple s'arrêta un instant à l'endroit où il se tenait. Puis il se tourna vers les stalles du chœur. Un coin de papier, peut-être le bord d'une note, dépassait sous le deuxième prie-Dieu. Elle se pencha doucement et le dégagea. Juste un morceau déchiré, crème avec de l'encre fanée, mais la courbe d'un seul mot, visible dans le pli, « Pardonne ». Sa main se referma autour d'elle, tandis que les cloches de l'église, silencieuses depuis dimanche, s'agitaient une fois, comme si elles se souvenaient de leur fonction. Miss Marple glissa le mot dans son réticule d'une main aussi calme que la fumée d'une bougie, puis se dirigea silencieusement vers la sacristie. L'église retenait son souffle, ce silence particulier que les lieux sacrés adoptent lorsque les vivants commencent à penser trop fort. Dehors, l'air s'était encore rafraîchi, et à travers les hautes fenêtres, le lent glissement des nuages projetait un léger malaise sur les bancs. Dans la sacristie, le chandelier de laiton est réapparu. Il se tenait à nouveau debout sur l'étagère de l'autel, poli jusqu'à un éclat discret. Aucune annonce n'avait été faite concernant son retour, ni aucune explication fournie. Pourtant, il était là, tranquillement installé tel un serviteur repenti. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Le deuxième chandelier était maintenant légèrement de travers. Pas assez pour qu'un observateur non averti puisse le commenter, mais suffisamment pour trahir la précipitation. Quelqu'un avait écrit quelque chose trop soigneusement, trop tard. Ce soir-là, l'inspecteur Cray convoqua Colin Price au presbytère pour une clarification amicale. Le fils du curé arriva, les mains dans les poches et un froncement de sourcils, essayant de paraître pensif. Le révérend Puckle, troublé par l'idée même d'une procédure policière frôlant son papier peint, offrit du thé, qui fut refusé. Miss Marple, invitée sous prétexte d'offrir un aperçu de la paroisse, était assise sereinement dans le fauteuil le plus éloigné, tricotant intact sur ses genoux. Cray commença doucement. « Vous étiez à l'église hier matin, monsieur Price ?»« Oui, » répondit Colin. « J'aide à l'installation, comme tous les dimanches. »« Et après le service ?»« Je suis parti après que les recueils de cantiques aient été nettoyés. » Cray pencha la tête. « Quelqu'un te voit partir ?»« Je ne savais pas que j'avais besoin d'un témoin pour rentrer chez moi, » marmonna Colin. « Personne n'accuse, » dit l'inspecteur d'une voix douce. Il s'agissait simplement de prendre le rythme. Mademoiselle Wellstoke a été vue vivante pour la dernière fois pendant l'office du matin. Vous étiez dans le bâtiment, elle aussi. Colin jeta un coup d'œil à Miss Marple, qui ne montra aucun signe de jugement, seulement la douce patience de quelqu'un qui attend qu'un gâteau lève. « Écoute, » dit Colin au bout d'un moment, « je ne l'aimais pas. Personne ne l'aimait vraiment. Elle me traitait comme si j'avais volé l'offrande à chaque fois que je toussais. Mais je ne lui ai pas fait de mal. Et pourtant, dit Cray, tu étais seul dans l'église pendant quelques minutes. La sacristie était déverrouillée, ce qui est toujours le cas. » Cray ouvrit un carnet et tourna les pages avec un silence délibéré. Il y avait aussi la question du registre des cantiques disparus, celui que vous utilisez pour reporter les chiffres dans les comptes de l'église. Colin cligna des yeux. « Je l'avais laissé dans le tiroir de la sacristie la semaine dernière. Il n'était pas là quand on l'a cherché. Tu l'aurais peut-être pris ? Non ? » Un temps de silence. Miss Marple baissa les yeux sur sa laine. « Pardonnez-moi, » dit-elle doucement, mais les comptes concordent parfaitement. Colin hésitait. Presque. Surtout, il y avait une petite anomalie. Je vérifiais encore. L'inspecteur n'insista pas davantage, mais une forme de culpabilité commençait à se dessiner, non pas celle d'une culpabilité, mais celle d'une complication. Plus tard, Miss Marple s'attarda dans le hall,
tandis que Colin s'éloignait dans la nuit tombante. Le vicaire vint se tenir à ses côtés, le visage pâle d'inquiétude. « C'est un bon garçon, » murmura le révérend Puckle. « Têtu peut-être, mais bon. » Miss Marple hocha doucement la tête. Ce sont souvent les bons qui se retrouvent pris dans les pires filets, surtout s'ils tentent de les démêler seuls. Elle rentre chez elle à la tombée de la nuit, le chemin argenté de rosée. Sur le poteau de son portail, elle s'arrêta. De l'autre côté du chemin, derrière les voilages de la maison Price, la silhouette de Madame Price Ridley évoluait avec une vigilance exercée. Le genre de mère dont la foi en la droiture morale de son fils exigeait une surveillance constante. Dans son salon, Miss Marple sort le mot déchiré de son sac. L'encre était passée, mais lisible. Une demi-phrase lui pardonne non pas le péché, mais le silence qui suit. Il n'y avait ni nom, ni date. Juste cette absolution inégale, un message pas encore tout à fait transmis. Le lendemain matin, les rumeurs atteignirent une nouvelle confiance. Colin Price avait été vu en train de se disputer avec mademoiselle Wellstone une semaine auparavant, près des stands de fleurs, après la messe. Il s'agissait de l'argent de la chorale, avait dit l'un. Il s'agissait du grand livre, avait dit un autre. Et quelqu'un avait juré avoir entendu le mot « chantage », bien qu'il ait été précisé plus tard qu'il s'agissait de ronces, en référence à la haie du presbytère. Pourtant, le rapport de l'inspecteur Cray au bureau du comté mentionnait désormais une personne d'intérêt. Et à l'heure du déjeuner, le nom de Colin était sur toutes les lèvres, non par suspicion, mais par le soulagement enivrant d'avoir quelqu'un à soupçonner. À la boulangerie, Madame Banbury murmura que mademoiselle Wellstoke avait un jour menacé d'écrire à l'évêque pour dénoncer l'attitude de Colin. Chez l'épicier, la jeune Judith Cole entendit par hasard qu'il avait copié la signature de son père pour toucher des honoraires plus tôt. Au moment du dîner, il était largement admis que Colin Price avait été source de problèmes dès le début. Seule Miss Marple semblait traverser cette nouvelle certitude sans être ébranlée. Elle retourna à l'église, une fois de plus vide, pour observer la tablette de la sacristie et le chandelier qui n'était plus tout à fait droit. Elle ne les fit pas. Au lieu de cela, elle resta silencieuse près du placard, contemplant le carrelage. Après un long moment, elle s'agenouilla, non pas par révérence, mais pour caresser du doigt le joint. Quelque chose s'était coincé là, niché dans le joint. Elle l'a soulevé, une boucle d'oreille en perles. Un seul. La perle se blottit dans la paume de Miss Marple avec une défiance discrète, lisse, intacte, mais pourtant complètement déplacée. C'était le genre de perle portée aux funérailles, pas oubliée derrière un placard d'église. Elle la tourna doucement entre ses doigts, sa faible irisation reflétant la lumière plombée du vitrail au-dessus. Pas de fermoir, pas de chaîne, juste la douce courbe d'un objet autrefois porté près du visage et désormais laissé dans l'ombre. Miss Marple se leva sans hâte, époussetant une trace de poussière sur sa jupe. Le carrelage sous l'armoire était légèrement décoloré, pas fraîchement nettoyé, mais récemment dérangé. Elle en remarqua la forme, puis reporta son attention sur les stalles du chœur. Un livre de cantiques était de travers, le dos fissuré. Encore un objet restauré avec trop de soin, mais pas assez. Dehors, les cloches restaient silencieuses. La tour, autrefois le monument le plus fier de la paroisse, était devenue un monument d'inquiétude. En fin de matinée, le village avait adopté son mécanisme habituel de survie. Les courses de l'après-midi se faisaient à voix basse et se prolongeaient pour laisser place aux spéculations. Chez le drapier, on comparait les rouleaux de tissu non pas pour leur nombre de fils, mais comme des métaphores du sens des convenances de mademoiselle Wellstone. Chez le boulanger, les brioches à la cannelle se vendaient mal, trop frivoles pour susciter le chagrin. Pendant ce temps,
Miss Marple rendait visite à Madame Price Ridley. Le salon était, comme on pouvait s'y attendre, d'un chintz pâle, avec 2 chiens en porcelaine sur la cheminée et une atmosphère de désapprobation distinguée. Un plateau de thé était déjà dressé, bien que Miss Marple n'ait pas téléphoné. Elle soupçonnait Madame Price Ridley de l'avoir préparé au cas où une visite se présenterait, surtout si celle-ci était du genre à tout remarquer. Quelle tragédie, soupira Madame Price Ridley en lui tendant une tasse de thé un peu trop pleine. J'ai toujours dit que Lavinia était du genre à se laisser abattre en servant. Elle a trop donné. Il y a des femmes qui s'épuisent, vous savez. En effet, murmura Miss Marple en remuant doucement. J'ai dit tout ce que je savais à l'inspecteur Cray, c'est-à-dire, j'ose le dire, plus que la plupart. Après tout, on garde l'œil ouvert dans un endroit comme celui-ci. Très sage. Et bien sûr, étant la mère de Colin, vous auriez remarqué tout ce qui était inquiétant. La cuillère s'arrêta. Une seconde passe. « Je m'inquiète pour Colin », dit enfin Madame Price Ridley. « Il est sensible. Il n'a jamais vraiment compris les limites. Ça, surtout avec certaines jeunes femmes. »« Lesquelles ?»« Oh, personne en particulier, » dit-elle d'un ton léger. « Même si je l'ai vu discuter avec Judith, près du portail du cimetière, la veille de la mort de Lavinia. Son ourlet était scandaleusement court, d'ailleurs. Et Miss Wellstone les a-elle vus ?» Madame Price Ridley hésita. Elle taillait des rosiers devant le presbytère. Je crois qu'elle leva les yeux. Miss Marple prend un autre biscuit. Elle avait le sens de l'inconvenance. La conversation a dérivé après cela, mais le pouls sous-jacent persistait, une peur plus puissante que le chagrin, plus personnelle que la justice. En partant, Miss Marple s'arrêta au pied de l'escalier. Une table étroite était posée sur un miroir ovale. Sur la table, un petit plat en porcelaine contenait des épingles à nourrice, un filet à cheveux et une 2e boucle d'oreille en perles, identique à celle de son réticule. Elle n'en a pas parlé. Certaines choses, après tout, méritent d'être appréhendées à leur juste valeur. Plus tard dans l'après-midi, Judith Cole arrive au cottage de Miss Marple, les joues rouges et parlant précipitamment. « Je ne savais pas à qui d'autre m'adresser, » dit-elle sans préambule. « J'ai trouvé ça dans la poche de mon manteau. » Elle tendit un mot froissé, non signé, l'encre pressée. « Retrouvez-moi près de la sacristie. C'est à propos du registre. Veuillez venir seule. » Miss Marple l'a lu 1 fois, 2 fois. « Quand l'as-tu trouvé ?»« Ce matin. Mais je n'y suis pas allée. J'avais peur que ce soit un piège. »« Un truc ?» Judith hésita. Lavinia était en colère contre moi la semaine dernière. Elle disait que je m'en mêlais. Je n'avais posé de questions que sur les fonds de l'ancienne chorale. Il y avait des noms d'enfants qui n'avaient jamais chanté, mais qui étaient marqués comme payés. « Est-ce que tu l'as dit à quelqu'un ?»« Seulement Colin. » Et qu'a-t-il dit ? Que je devrais l'abandonner. Que rien de bon ne vient fouiller dans ce qui ne nous appartient pas. Miss Marple hocha lentement la tête et plia le mot. « Avez-vous dit à Miss Wellstone que vous lui aviez parlé ?»« Non. Mais je pense qu'elle a deviné. » Alors que Judith se levait pour partir, Miss Marple aperçut quelque chose au poignet de la jeune fille, une cicatrice pâle, fine comme un trait de crayon, à moitié guérie et non cachée. « Une chute ?» demanda-t-elle doucement. Judith baissa les yeux. « Mur du cimetière. J'ai glissé la semaine dernière. » Miss Marple ne dit rien. Après le départ de la jeune fille, elle s'assit tranquillement dans la lumière déclinante, les 2 boucles d'oreilles en perles reposant maintenant côte à côte sur sa table, l'une trouvée sous un corps, l'autre nichée parmi des épingles et des convenances. Et pourtant, la cloche de l'église ne sonnait toujours pas. Les boucles d'oreilles brillaient faiblement sur la table de Miss Marple, tandis que la lumière de l'après-midi disparaissait derrière les sycomores. L'une avait été retrouvée sous un corps, l'autre sous le miroir d'une mère.
Ensemble, elles formaient non pas un ensemble, mais une question, une petite énigme silencieuse, figée dans la perle et la diversion. Elle les laissa là où ils étaient, et prit plutôt son châle. L'air extérieur était devenu humide et pesant, comme si le village lui-même se préparait à une chute. Le chemin de gravier menant au presbytère craquait faiblement sous ses pas, et dans le silence sourd du crépuscule, même les haies sans plein paille et chamaillon semblaient se pencher vers l'intérieur pour écouter. Le révérend Puckle ouvrit la porte avec une grâce lasse. « Je faisais juste bouillir de l'eau, » dit-il. « Mais je soupçonne, Miss Marple, que vous êtes venue pour quelque chose de plus fort que du thé. » Ils étaient assis dans le salon, les rideaux à moitié tirés, comme s'ils ne savaient pas s'ils gardaient quelque chose à l'extérieur ou à l'intérieur. Miss Marple, toujours délicate dans son approche, commença par le changement inoffensif du temps, la fête des récoltes, la nouvelle pénurie de soutanes dans la chorale des jeunes. Puis, légèrement, Lavinia a-t-elle déjà été fiancée? Dans sa jeunesse, le révérend Puckle cligna des yeux. Fiancée? Non, pas à ma connaissance. Mais je crois qu'elle a eu une déception, il y a des années, avant de déménager à Little Whiteham. Ah! Miss Marple hocha la tête. Cela laisse souvent une personne avec des opinions bien arrêtées sur ce que les autres ne devraient pas faire. Il sourit faiblement, mais son regard se crispa. Elle n'était pas méchante, simplement exigeante. Les gens exigeants peuvent être très utiles, songea Miss Marple. Ils ont tendance à remarquer des choses que les autres ignorent. Il la regarda attentivement. Crois-tu qu'elle ait remarqué quelque chose? Miss Marple laissa la question en suspens. Puis elle fouilla dans son sac et en sortit le mot que Judith avait reçu. « Puis-je vous demander, avez-vous écrit cela ?» Le visage du vicaire changea, non pas de culpabilité, mais de reconnaissance. Il prit le papier et le fixa. « Non, » dit-il, « mais je reconnais la main. C'est celle de Colin. » Le silence s'installa doucement entre eux. Dehors, une grive chanta 2 fois et resta immobile. Miss Marple resta silencieuse un moment. Elle observait le vicaire, non pas d'un air accusateur, mais comme on observe un enfant essayant de lisser un pli de papier, sachant qu'il ne redeviendra jamais tout à fait plat. « Elle est venue vous voir, n'est-ce pas ?» demanda enfin Miss Marple. « À propos des comptes. » Il hocha la tête. Elle était en colère. Elle prétendait que quelque chose avait été modifié. Je lui ai dit que ce devait être une erreur administrative, mais elle refusait. A-t-elle menacé de le signaler? Elle laissa entendre. Il ferma brièvement les yeux. Elle aimait cette église, mais elle préférait encore plus les règles. Elle ne voyait pas la plus grande bonté à fermer les yeux. Miss Marple sirotait son thé. Fermer les yeux devient souvent plus facile à mesure qu'on le fait. Ce soir-là, un deuxième affrontement se dessinait à l'ombre du mur de l'église. Judith Cole, ayant quitté la poste tôt, s'avança d'un pas nerveux le long du chemin du cimetière. Le mot l'avait secoué, d'autant plus que Miss Marple le lui avait rendu en l'avertissant gentiment de rester à la vue des lumières. Elle n'était pas seule. Colin Price se tenait juste derrière le Lich Gate, les mains dans les poches, l'expression partagée entre le défi et les excuses. « Tu n'aurais pas dû lui apporter ça, » dit-il en désignant le papier dans son manteau. « Tu ne sais pas ce que tu as commencé. »« Je crois que oui, » dit Judith, « et je crois que tu as peur. » « Pas de ce que tu penses. » Elle s'approcha. « Qu'y avait-il dans ce registre, Colin? Que caches-tu » Sa voix baissa. « Ce n'était pas pour moi, c'était pour quelqu'un d'autre. J'ai juste voulu que ça paraisse bien rangé. » Rangé. Ils avaient pris de l'argent. De petites sommes, mais ça faisait une différence. Lavinia l'avait remarqué. Elle le remarquait toujours. Judith retint son souffle. « Qui était-ce ?»« Je ne peux pas te le dire, » dit-il doucement. « Pas encore. Mais j'ai essayé de lui parler. Je pensais qu'en lui expliquant,
elle comprendrait. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a menacé de tout révéler. Elle a dit que ce n'était pas qu'une question de chiffres, mais de confiance. Elle a ajouté que si je n'avouerais pas, elle le ferait. Judith recula. « Alors tu l'as attirée vers le placard ?»« Non !» Sa voix se brisa. « Je jure que j'ai écrit ce mot pour toi, pas pour elle. J'avais peur qu'elle soit déjà allée voir l'évêque. J'avais besoin que quelqu'un m'entende. » Judith le fixa du regard. « Alors comment a-t-elle pu mourir ?» Colling baissa les yeux. Sa voix se réduisit à un murmure. Elle n'a jamais rien pardonné. Plus tard dans la nuit, alors que Miss Marple attisait le feu dans son salon, un coup retentit à la porte, doux et délicat. Elle se leva pour répondre, mais ne trouva personne. Mais sur le sol, lestée d'une pierre, se trouvait une enveloppe adressée d'une écriture inconnue. À l'intérieur, une photographie. Mademoiselle Wellstone, souriant, avec son bras autour de quelqu'un que le village n'avait jamais mentionné. La photographie était posée sous la lampe de lecture de Miss Marple, ses bords légèrement recourbés, comme si elle répugnait à abandonner le passé. Lavinia Wellstock, indéniablement plus jeune, les cheveux plus foncés, la posture plus décontractée, se tenait sur un chemin pavé de galets, à côté d'un homme en habit ecclésiastique, un bras passé autour du sien. Ils souriaient, tous deux. Pas poliment, mais vraiment du genre de sourire qui survit rarement à une vie passée parmi des villageois qui comptent les décibels de leur rire. L'image n'était pas datée, mais Miss Marple estima qu'elle datait du début des années 1970, à la coupe du col de l'homme et à la légère teinte sépia qui en éclairait les angles. L'arrière-plan était inconnu, certainement pas Little Whiteham, et cela en soi était curieux. Pour Lavinia, s'aventurer là où elle ne pouvait être vue était suggestif. Elle examina le visage de l'homme. Ce n'était ni le révérend Puckle, ni aucun des ecclésiastiques inscrits au registre des anciens vicaires. Ses traits étaient doux, presque érudits, ses yeux teintés de gentillesse ou de regrets difficiles, de le distinguer d'un silence qui avait survécu aux deux. Miss Marple chercha à nouveau l'enveloppe. Pas de mots, pas de cachet. Remise en main propre. La pierre qui la lestait était du quartz de Rivière-Lys, bien différent du gravier et du schiste des allées du jardin de Little Whitham. Un rappel peut-être que quelque chose dans le village n'avait pas sa place. Au matin, la nouvelle d'une autre disparition s'est répandue. Judith Cole n'avait pas réussi à ouvrir la bibliothèque. La porte était restée verrouillée. Son vélo était toujours posé devant la maison de sa tante, intact. Aucun signe de déplacement. Aucun message envoyé. C'est Madame Benbury qui l'annonça à la boulangerie, sur le ton feutré réservé aux absences qui n'étaient mais pas encore élevées au rang de tragédie. Elle ne rate jamais un lundi, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je le sens dans mes genoux. Moins d'une heure plus tard, l'inspecteur Cray est de nouveau convoqué. Il se tenait près de la chapelle, les bras croisés, les yeux plissés vers le chemin qui menait aux jardins ouvriers. Derrière lui, 2 agents se déployaient en cercle de plus en plus anxieux. Le clocher se dressait au-dessus, tel un œil attentif, toujours muet. Miss Marple ne se joignit pas au groupe grandissant des villageois. Elle se dirigea plutôt discrètement vers le bureau de poste où le jeune Timothy Greaves balayait désormais le perron avec une énergie trop déterminée pour être spontanée. « Timothée, dit-elle doucement, as-tu déjà chanté dans la chorale ?» Le garçon leva les yeux, surpris. « Un peu, madame. Mais pas pour longtemps. Mademoiselle Wellstock s'est souvenue de votre nom. Elle a dit qu'il était réapparu. » Son balai s'arrêta. « Je ne l'ai pas mis là, » dit-il rapidement. « Il est apparu comme ça. » Colin a dit que c'était sûrement une erreur. « Est-ce que Miss Wellstock vous a posé la question ?» Elle l'a fait. Elle m'a regardé comme si j'avais volé quelque chose. « Et toi,
Tu l'avais? Non. Sa voix tremblait. Enfin, pas vraiment. Miss Marple attendait. J'ai pris quelques bonbons dans le garde-manger du presbytère, a-t-il admis. Mais ce n'est pas du vol, pas au sens strict. C'était pour les paniers de récolte. Je vois, dit-elle, et il y avait quelque chose dans sa voix qui le fit regarder ses chaussures. À l'extérieur de l'église, la recherche de Judith avait commencé sérieusement. Sa sacoche avait été retrouvée près du chemin, près de la haie d'If. Ni déchirée ni cachée, elle avait simplement été déposée, comme si quelqu'un voulait la remarquer. À l'intérieur, son carnet était resté, ainsi qu'un brin de lavande pressé et une page pliée, arrachée à un ancien recueil de cantiques. C'est ce dernier élément qui a retenu l'attention de l'inspecteur. Cray déplia la feuille et la fixa. C'était la musique de Lead Kindly Light. Dans la marge, à l'encre inclinée, quelqu'un avait écrit « Pardonne, mais n'oublie pas ». La même écriture que la note précédente. La même phrase, remaniée. Cray se tourna vers les gendarmes. « Fouillez le clocher ». Ils ne trouvèrent rien. Poussière, cordes, fientes de pigeons, pas de Judith. Aucune trace de lutte. Mais le vieux chandelier sous l'escalier en colimaçon avait été déplacé. De la cire coulait en gouttes irrégulières sur la pierre, non pas à cause d'un usage récent, mais comme si on avait laissé quelque chose brûler sans s'en apercevoir. Miss Marple, debout à côté du révérend, parlait doucement. Elle n'aurait pas couru. « Pas Judith. »« Non, » dit-il, le visage gris. Elle aimait trop le silence. Et elle était courageuse. Il hocha la tête. Plus courageux que la plupart d'entre nous ne le pensaient. Il y eut un silence entre eux, mais pas d'un calme apaisant. Celui-ci résonna comme un clocher vide, un espace où quelque chose aurait dû se trouver. Miss Marple leva les yeux vers le sommet de la tour. Le battant de fer était immobile. « Je me demande, dit-elle, si le silence est toujours un choix. » Ce soir-là, Madame Price Ridley se rend au presbytère sans prévenir. Son châle serré contre elle, elle tenait une petite boîte en fer blanc et affichait une expression de tristesse figée. À l'intérieur de la boîte se trouvait une lettre datée de 3 ans, écrite de la main de Lavinia Wellstone. Il détaille un incident discret, personnel et jamais signalé impliquant Collie, une différence de trésorerie et une demande de discrétion. Mademoiselle Wells Stoke l'avait accordé. Mais sous la lettre, pliée hermétiquement, il y avait autre chose. Une 3e boucle d'oreille. La 3e boucle d'oreille gisait sur la table du vicaire, telle une accusation trop polie pour être prononcée à voix haute. Plus petite que les autres, elle n'était pas dépareillée, mais de modèle légèrement plus ancien, sa perle plus jaunie, sa monture ternie par le temps ou la négligence. Elle n'aurait jamais dû exister. Les boucles d'oreilles, comme les secrets, étaient rarement vendus par 3. Miss Marple le tournait lentement entre ses doigts, le visage indéchiffrable. Madame Price Ridley, assise, rigidement en face d'elle, s'essuyait les commissures des lèvres avec un mouchoir déjà raidi par l'amidon. « C'était dans la lettre, » m'expliqua-t-elle. Je n'en avais aucune idée. La boîte appartenant à Lavinia, la sœur de mon défunt mari, me l'avait donnée à son départ de la guilde de l'hôtel. Je ne l'avais pas revue attentivement depuis. Le révérend se tenait près du buffet, versant du sherry léger dans des verres à dés à coudre, bien que personne n'en ait demandé. Miss Marple posa la boucle d'oreille à côté des 2 autres. Ensemble, elles formaient un triptyque involontaire, passé, présent et une part d'incertitude entre les 2. La façon dont l'une ne correspondait pas tout à fait aux 2 autres laissait entrevoir un malaise. Elle a écrit la lettre après l'incident, a poursuivi Madame Price Ridley. Quand Colin a égaré l'enveloppe contenant l'argent de la collecte, elle n'en a jamais parlé aux autorités, seulement à moi. « Et tu lui as dit ?» demanda doucement Miss Marple. « Certainement pas. Elle a dit que c'était réglé.
J'avais confiance en son jugement. De plus, je ne voulais pas le blesser. Le regard de Miss Marple se tourna brièvement vers le vicaire. Parfois, le silence est pris pour de la gentillesse. Elle s'est excusée peu de temps après, emportant avec elle la photo et les boucles d'oreilles, l'air entre elles trois étant trop fragile pour une conversation plus approfondie. Ce soir-là, Miss Marple rend discrètement visite à la mère de Timothy Greaves, soi-disant pour lui rendre un pot de confiture emprunté. À la douce lueur des bougies de la minuscule cuisine, elle parla avec gentillesse mais finesse, posant des questions non pas sur le vol, mais sur la solitude des petits garçons qui avaient besoin d'attention, et des hommes adultes qui se surprenaient parfois à répéter les mêmes schémas. Madame Greaves, épuisée et honnête, afficha un sourire tremblant. Timmy est un bon garçon, mais il doit faire attention. C'est tout. Avant de partir, Miss Marple toucha doucement le bord d'une soucoupe sur la commode. Un bord ébréché, récemment recollé. « Un visiteur ?» demanda-t-elle. La femme hésita. Judith est passée la semaine dernière. Elle avait apporté un vieux registre paroissial. Elle disait qu'elle pensait que le nom de Timmy avait été ajouté par erreur. Elle essayait d'aider. Dehors, le clocher était enfin éclairé. Une lanterne de recherche avait été fixée à sa base, projetant des angles violents contre la pierre. Judith n'était pas revenue. Aucun mot, aucun autre indice. Juste sa sacoche, le fragment de cantique et le sentiment grandissant que le temps se repliait sur lui-même. Miss Marple ne dormit pas cette nuit-là. Au lieu de cela, elle disposa tout sur la table dans un silence prudent, les 3 boucles d'oreilles. La photo, la page de cantique, le mot déchiré. Elle les remuait comme pour préparer un couvert pour quelqu'un qui pourrait arriver. Au petit matin, elle rédigea 3 brèves invitations. Une pour Colin, une pour Madame Price Ridley et une pour le révérend Puckle. Elle ne les a pas signées de son nom, mais d'une seule phrase. La vérité a été déformée. En fin de matinée, tous 3 étaient arrivés à l'église. Miss Marple se tenait près de la tribune de l'orgue, près de la porte de la sacristie. « C'est ici, » expliqua-t-elle, « que Miss Wellstock avait été vue vivante pour la dernière fois. C'est aussi ici, » ajouta-t-elle doucement, que quelqu'un avait tenté de restaurer la scène dans sa quasi-symétrie originelle. Colin regarda vers les chandeliers, puis rapidement au loin. Les cuivres ne correspondaient pas, dit Miss Marple d'un ton doux. Celui qui avait été rendu n'était pas celui qui avait été retiré. Il avait été échangé. Il venait d'une autre partie de l'église. Personne n'a parlé. Elle se tourna vers le révérend Puckle. « Vous le savez, je crois. Vous avez perçu la différence. Mais vous n'avez rien dit. Peut-être pour protéger quelqu'un. Il avait l'air malade, mais il hocha la tête. Je pensais que cela calmerait les discussions, donnera à l'Église son unité. Mais la plénitude, dit-elle doucement, ne vient pas des apparences, seulement de la vérité. » Elle se tourna ensuite vers Colin. « Tu as laissé ce mot à Judith, non pas pour l'attirer, mais pour te confier à elle. » Elle commençait à comprendre le registre, les faux noms, les paiements fictifs. « Tu avais couvert quelqu'un. Qui était-ce » Il hésita, puis regarda sa mère. Elle prit les premières pièces, juste quelques-unes. Elle dit que c'était pour réparer l'orgue, que personne ne le remarquerait. Le visage de Madame Price Ridley se crispa. Ce n'était pas un vol, pas vraiment. C'était l'argent de l'Église. Pour l'Église. La voix de Miss Marple était basse. Lavinia l'a remarqué. Elle vous a confronté. Un long silence, puis un hochement de tête. Elle a dit que j'avais déshonoré l'Église. Elle a dit qu'elle le dirait à tout le monde, que mon fils souffrirait. Je voulais seulement lui parler, la supplier. Elle n'a rien voulu entendre. Vous l'avez suivie jusqu'à la sacristie? Oui. Est-ce que Judith t'a vu? Je ne sais pas. J'ai entendu quelque chose. Un bruit. Miss Marple jeta un coup d'œil à Colin. Et toi?
Je n'ai jamais vu Judith. Je ne me suis jamais approché du placard. J'ai seulement constaté que le registre avait disparu et j'ai supposé que Lavinia l'avait pris. Miss Marple s'écarta d'eux. Son regard se porta sur le cordon de la cloche, qui oscillait légèrement dans la tour ouverte. Puis quelqu'un d'autre écoutait. Elle se retourna et, du côté de l'église, une petite silhouette s'avança, les joues pâles, les yeux fixes. Judith Cole, vivant, et tenant quelque chose enveloppé dans du tissu. L'entrée de Judith figea la pièce. Même les particules de poussière dans l'air semblaient suspendues en plein vol, comme trop effrayées pour se calmer. Elle paraissait maigre et pâle, mais sans peur. Le paquet de tissu qu'elle tenait dans ses bras, du lin, ficelé, était tenu avec le soin qu'on porte à un objet fragile ou à une vérité exhumée. « Je n'avais pas disparu, » dit-elle. « Je me cachais. » Miss Marple inclina la tête, doucement et de manière encourageante. « J'ai entendu des voix dans la sacristie, » continua Judith. Mademoiselle Wells Stoke était en colère car sa voix était sèche, mais claire. Puis Madame Price Ridley est entrée. Elle pleurait. Je n'en ai entendu qu'une partie. Quelque chose à propos de la honte, de la ruine de Colin. De l'autre côté de l'allée, les doigts de Madame Price Ridley se recroquevillent sur la balustrade du banc, les jointures blanches. « Je suis resté en retrait, » dit Judith. « J'étais derrière le placard. Je pensais que si je bougeais, il saurait que je m'étais entendu. Puis il y a eu un bruit sourd. Pas fort. Soudain. Et puis plus rien. Avez-vous vu ce qui s'est passé ? Demanda l'inspecteur Cray, qui était sorti silencieusement de la porte latérale, après avoir été appelé plus tôt par Miss Marple avec rien de plus qu'une simple note pliée. Non, mais j'ai entendu le placard se fermer, et quelqu'un a couru. Des pas légers. Les yeux de Judith se déplacent. Pas Madame Price Ridley, quelqu'un d'autre. Un silence s'installa, mais Miss Marple se contenta de désigner le paquet qu'elle tenait à la main. Judith l'a déballé. À l'intérieur se trouvait le registre paroissial manquant, usé, taché, mais intact, et une enveloppe décolorée, adressée de la main serrée et penchée de mademoiselle Wellstone. Le rabat n'avait pas été scellé. Je l'ai trouvé caché derrière le tabouret de l'orgue. Je pense que mademoiselle Wellstoke voulait le publier. Miss Marple déplia le papier à l'intérieur. C'était à peine une lettre, plus qu'un compte-rendu. Une liste de noms, de dates, de montants, certains cerclés à l'encre rouge. L'écriture ralentit à la fin, et la dernière phrase tenait plus de l'hésitation que de la déclaration. Si cela n'atteint personne, alors j'échoue 2 fois dans le silence et dans la parole. Les noms étaient tous familiers. Chacun était lié, directement ou indirectement, au compte de l'Église ou aux personnes présentes dans cette même pièce. L'inspecteur Cray a pris la lettre avec précaution. « C'est une preuve. De mobile, » dit doucement Miss Marple. « Mais pas encore de meurtre. » Cray se tourna vers Judith. « Pourquoi n'as-tu pas osé te manifester ? » « J'avais peur, d'abord d'être blâmé, puis d'être incrédule. Tout le monde avait déjà sa version des faits. »« En effet, » a déclaré Miss Marple, « et ces versions, comme les ragots, se transforment vite en faits. » Colin s'avança, le visage tiré. « Si tu entendais quelqu'un d'autre. »« Qui ?» Judith baissa les yeux. « J'ai pensé que c'était Timothy. Il m'avait suivi plus tôt dans la journée, et je l'ai vu se réfugier dans la tribune de l'orgue. Il aurait pu tout entendre. »« Timothy ?» La voix du révérend Puckle tremblait. « Mais ce n'est qu'un garçon. » La voix de Miss Marple reste ferme. Un garçon à qui on avait souvent répété de garder des secrets, qui a vu comment, dans ce village, le silence est récompensé par la protection et parfois même par l'affection. Cray fronça les sourcils. « Vous dites que le garçon a attaqué mademoiselle Wellstoke ?»« Non, » dit Miss Marple. « Je dis simplement que quelqu'un l'a peut-être persuadé qu'il devait le faire.
Madame Price Ridley se raidit. « C'est monstrueux, ce n'est qu'un enfant. » « Les enfants, » répondit Miss Marple, « sont souvent plus dangereux lorsqu'ils essaient de plaire que lorsqu'ils essaient de nuire. » Elle se tourna vers le vicaire. « Puis-je vous demander, révérend, ne s'est jamais plaint discrètement que mademoiselle Wellstock était trop stricte, trop effrayante ?» Il hocha lentement la tête. Plus d'une. Elle effrayait les enfants du cœur, mais elle ne leva pas la main. Sa désapprobation était plus cinglante que n'importe quelle canne. Et pourtant, dit Miss Marple, pour un garçon comme Timothy à la dérive, aspirant peut-être à l'approbation, sa fureur aurait ressemblé au jour du jugement. Colin expira. Alors elle l'a confronté. Peut-être pas directement, mais s'il l'avait entendu gronder sa mère, s'il avait pensé qu'elle voulait tout lui prendre, il avait peut-être agi sans comprendre ce qu'il faisait. L'inspecteur Cray parlait doucement. « Il faudra lui parler. »« Non, » dit Miss Marple. « Pas encore. Pas avant d'en être sûre. » Sa voix était désormais fermée, mais jamais dure. Elle marcha lentement vers les 3 boucles d'oreilles posées à la lueur des bougies. Elle les ramassa et les remit côte à côte. La 3e, plus ancienne, jaunie et déformée, avait un air presque maternel parmi les autres. « Judith ?» demanda-t-elle. « Est-ce que tu reconnais celui-ci » Judith plissa les yeux. « Je l'ai déjà vu. Madame Price Ridley l'a porté une fois, à la cérémonie de Pâques. » Miss Marple regarda à travers la pièce. « Et vous, Madame Price Ridley? Pouvez-vous nous dire où est le 4e » Le silence revint. Il dure trop longtemps. Puis la voix de la femme âgée se fit entendre, non pas tremblante, mais saccadée. « Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu depuis des années. » Miss Marple fait un petit signe de tête. « Il manque toujours une pièce, n'est-ce pas? Dans chaque histoire, dans chaque famille. Une chose dont personne ne parle, mais dont tout le monde ressent l'absence. » Elle regarda vers les portes de l'église, où le vent se levait. Le vent poussait doucement sur les portes de l'église, provoquant un léger grincement dans la nef, non pas pressant, mais régulier, comme un souffle retenu une seconde de trop. Le regard de Miss Marple s'attarda là, comme si elle attendait l'arrivée de quelqu'un d'autre, ou peut-être comme si le bâtiment lui-même allait parler. Personne ne bougea. Madame Price Ridley resta debout près du banc latéral, les mains jointes, le visage indéchiffrable derrière la dignité poudrée qu'elle portait telle une armure. L'inspecteur Cray rompit le silence. « Je ferai venir le jeune Timothy pour l'interroger. » « Avec précaution. » Miss Marple tourne son regard vers lui, presque doucement. « Non, inspecteur. Pas encore. Si vous l'interrogez maintenant, il vous dira ce qu'il pense que vous voulez entendre, et ce ne sera pas plus proche de la vérité. » Cray fronça les sourcils. Il était le seul survivant qui aurait pu se trouver près de la sacristie au bon moment. Miss Marple hocha lentement la tête. « Oui. Et pourtant, inspecteur, ne trouvez-vous pas étrange que malgré toutes les spéculations et les scandales qui circulent dans ce village, un détail particulier soit passé inaperçu ?» Cray croisa les bras. De quel détail s'agit-il? Que Lavinia Wellstock tenait quelque chose quand elle est morte. Le silence revint, non pas stupéfait cette fois, mais perplexe. « Je ne parle pas littéralement, » poursuit elle, mais émotionnellement. Elle est morte avec des affaires inachevées. C'est ce que les gens ressentent. Pourquoi ne peuvent-ils pas s'en remettre? Même les cloches se sont tues. Elle s'avança vers la petite table en bois près de la sacristie, où se trouvait toujours le plateau de collecte et la liste des fleurs, comme chaque dimanche. « Cette photographie, dit-elle, où l'on voit Lavinia avec le pasteur inconnu, a été laissée anonymement. Ce n'est pas un acte malveillant, c'est un fil d'Ariane, et les fils d'Ariane mènent quelque part. » Colin se pencha en avant, les yeux rivés sur la photo. Cet homme me semblait familier. Le révérend Puckle s'approcha, la voix prudente.
Il s'agissait peut-être d'Arthur Pendry. Il était vicaire à Shaston il y a 20 ans. Il avait été laissé dans l'ombre. Des rumeurs, surtout. Rien de prouvé. La voix de Miss Marple était douce. Et Lavinia y servait, n'est-ce pas? Avant de venir à Little Wytham? Oui, a-t-il dit. Elle a été mutée en 2008. Elle a dit que Shaston était devenu inapte. Un léger souffle tremblant de Judith. Y avait-il un enfant? Toutes les têtes se tournèrent. La voix de Judith était plus basse, mais ferme. Cela expliquerait le secret. Et la troisième boucle d'oreille. Pas d'une parure, juste un souvenir. Une jumelle, rien que pour le souvenir. Le visage de Madame Price Ridley était vidé de toute couleur. « Vous vous laissez tous aller à la fantaisie », dit-elle sèchement. « C'est une église, pas une histoire d'amour à un sou. » Miss Marple ne répondit pas. Elle retourna à la table et disposa à nouveau les boucles d'oreilles, 2 datant de l'époque où Lavinia était ici, et une d'avant. La parure dépareillée. « Lavinia a eu un enfant », a déclaré Miss Marple, non pas comme une accusation, mais avec la précision calme de quelqu'un qui plie un dernier pli. Né dans le calme, élevé loin des regards, et finalement placé dans un foyer qui lui offrirait respectabilité. Maintenant, tous les regards se tournèrent vers Madame Price Ridley. Son silence n'était pas coupable, pas entièrement. Il était défensif, ancré dans une vie passée à soutenir le toit d'une maison bâtie sur l'apparence. « C'était ma cousine », dit-elle enfin. 10 ans plus âgée. Sa disgrâce aurait tout coûté à la famille. Alors, quand l'enfant est né, elle m'a demandé de l'élever comme le mien. Les yeux de Colin s'écarquillèrent. « Non », murmura-t-il, « ce n'est pas possible. » Elle se tourna vers lui, mais pas avec une chaleur maternelle, mais avec désespoir. « C'était pour le mieux. Tu n'avais pas de père. Elle t'a donné à moi pour ton bien. » Il recula d'un pas, le banc derrière lui le heurtant violemment. La salle, l'espace d'un instant, régna le silence d'une assemblée hésitant entre se lever et s'agenouiller. Miss Marple, dans cette pause, se tourna vers Judith. « Lavinia ne menaçait pas de dénoncer un petit vol, » dit-elle. Elle avait déjà décidé de pardonner. Ce qu'elle menaçait de révéler, ou peut-être d'avouer enfin, c'était le passé. Son passé. Et le tien, Colin. La voix de Madame Price Ridley était cassante. Elle dit qu'elle écrirait à l'évêque, qu'il avait le droit de savoir, que les secrets de l'âme appartiennent à la lumière du jour. Mais la lumière du jour, murmura Miss Marple, peut être cruelle, surtout pour ceux qui ont vécu trop longtemps dans une ombre convenable. Colin s'affaissa sur le bord du cœur, la vérité n'étant pas encore pleinement acceptée, ni totalement rejetée. Son monde s'était fissuré sans briser non seulement l'histoire de sa naissance, mais aussi chaque surface polie qu'il avait reflétée. Cray s'avança. Mais qu'en était-il de Judith? Où était-elle? Judith croisa son regard. « Je suis allée à la tour. J'avais besoin de temps. Pour réfléchir. Pour décider si je pouvais supporter ce que je savais. »« Et que savais-tu » demanda Cray. Elle hésita. Que la vérité ne m'appartenait pas. Pas entièrement. Miss Marple regarda vers la porte ouverte de la sacristie. Le soleil de fin d'après-midi commençait à éclairer le sol, ramollissant la pierre, tendant comme une main douce vers l'endroit où Lavinia était tombée. « Ce n'est jamais vrai, » dit-elle doucement. « La vérité est toujours partagée. » Et dans le silence qui suivit, la cloche de la tour s'agita. Une seule fois, une note douce et unique. Non pas sonnée, mais poussée, peut-être par le vent ou le souvenir. Les cloches sonnèrent à nouveau le dimanche suivant, non pas avec triomphe, mais avec une grâce mesurée, 3 notes montant et descendant comme un souffle trop longtemps retenu. Le son flottait sur Little Wytham, se déposant dans les jardins et les salons telle une mélodie oubliée retrouvée. Ce n'était pas une célébration, c'était un retour.
À l'intérieur de Sainte-Marie, les bancs se remplissaient de silhouettes familières, coiffées de chapeaux familiers, même si quelques regards se posaient, plus que d'habitude. Les compositions florales étaient modestes, les bougies fraîchement allumées, et le chandelier en laiton manquant avait été discrètement remplacé par son jumeau, son ancien support désormais dépoussiéré et nu. L'office des moissons s'est déroulé avec une dignité silencieuse. Du haut de la chaire, aucune mention n'a été faite de ce qui avait précédé, ni du scandale, ni du silence, ni de la femme qui avait autrefois disposé l'autel avec une précision militaire et une clarté morale. Le nom de Lavinia Wellstoke avait été inscrit au bas de la liste des intercessions, sous 2 noms de paroissiens décédés à l'hôpital et au-dessus d'un terrier renversé par une voiture. Miss Marple était assise, comme toujours, à 2 bancs du fond. Son tricot reposait nonchalamment sur ses genoux, intact. Son regard ne scrutait pas l'autel, mais restait fixé sur l'assemblée le hochement de tête raide de Madame Banbury, à Madame Price Ridley, le regard hésitant de Colin à sa mère, la façon dont Judith joignait les mains sur ses genoux sans chanter. Aucune arrestation n'avait eu lieu. Aucune inculpation n'avait été retenue. L'inspecteur Cray avait discrètement admis que certaines conclusions ne relevaient pas des rapports de police, mais de la conscience. Timothy Greaves avait été traité avec douceur et confié aux soins de sa mère et à la bienveillance du révérend Puckle, qui avait désormais pris l'habitude de lui rendre visite 1 fois par semaine, soi-disant pour l'aider en latin. Madame Price Ridley, quant à elle, n'avait pas quitté le village. Elle n'avait pas avoué, pas même en termes explicites. Mais le cours de ses jours avait changé. Elle ne siégeait plus au comité de la guilde de l'hôtel. Elle déclina l'invitation à présider la fête des moissons. Ses rideaux, autrefois écartés par l'empressement à écouter les ragots, restaient désormais tirés jusqu'à midi. Colin continua ses comptes, mais il y avait quelque chose de plus lent dans son pas, une nouvelle prudence. La chaleur entre lui et Judith, autrefois perceptible dans leurs échanges discrets après les vêpres, s'était refroidie et transformée en politesse formelle. L'incertitude subsistait quant à savoir si elle allait se dissiper. Quant à Judith, elle avait repris son poste à la bibliothèque. Elle portait maintenant les cheveux attachés et parlait plus doucement. Mais lorsqu'elle croisa Miss Marple dans le chemin cette semaine-là, elle marque une pause. Elle essayait de faire ce qu'il fallait, dit Judith. À sa manière. Miss Marple hocha la tête. La plupart d'entre nous le sont. Judith hésita. Les gens oublieront il? Non, dit doucement Miss Marple. Mais ils n'auront plus besoin de se souvenir. Le vent portait l'odeur de fumée d'une cheminée fraîchement allumée. On était en octobre. Le village se replie sur lui-même, renouant avec les rituels qui masquaient ses fractures. Les parties de bridge reprirent. Les clubs de jardinage affichèrent de nouvelles affiches. Quelqu'un avait volé la pince à sucre en argent du presbytère, mais cette fois, il s'agissait probablement d'une simple erreur. Un soir, Miss Marple était assise au coin du feu, lisant un mince recueil de poésie qui avait appartenu à Miss Wellstone. Il était signé, d'une écriture plus fluide que la sienne, à L.W. pour les jours que nous ne saurions nommer. La photographie n'avait jamais été réclamée. Miss Marple l'avait remise dans le tiroir à côté de ses ciseaux de raccommodage. Certaines vérités ne doivent pas être exposées, mais préservées comme des fleurs séchées entre les pages ou des lettres que personne n'ose poster. Dehors, les cloches se turent à nouveau. Cette fois, non pas de chagrin ni de scandale, mais simplement parce que personne n'avait tiré sur la corde. À Little Whiteham, la paix était revenue, non pas entière, mais bien cousue. La respectabilité avait repris ses droits, et les apparences, comme toujours, avaient repris leur danse sage et soignée. Mais sous leurs yeux, quelque chose de plus discret s'éveillait, la conscience que chacun,
aussi sage soit-il, porte en lui un fil conducteur qui peut se défaire. Miss Marple plia son tricot et éteignit la lampe. Il y aura une autre cérémonie dimanche prochain. Un autre murmure dans la file d'attente de la poste. Un autre matin où quelque chose n'allait pas. Mais pour l'instant, le village dormait.